أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord, en votre nom à tous, remercier la Ligue d'entraide islamique de nous recevoir, de les rassurer et de rassurer tout le monde. Il est non seulement légitime, mais tout à fait bienvenu d'avoir une rencontre autour de ce thème, parce que ça nous concerne tous en tant que citoyens européens, en tant que citoyens belges, mais en tant que citoyens observant le monde, ayant pour la très grande majorité d'entre vous une histoire qui remonte à l'Afrique du Nord, qui remonte, comme il a été dit, à la Tunisie, majoritairement pour vous au Maroc, à la Turquie, à l'Algérie, quelques-uns à la Grande Égypte. C'est pour vous titiller nationalement. Et donc, c'est tout à fait légitime d'aborder ces questions-là. J'aimerais aussi vraiment vous demander, il vous a été dit avec beaucoup de dignité et beaucoup de politesse, il vous a été demandé de soutenir, puisque c'est gratuit, comme vous le pouvez et sans aucune contrainte, l'organisation de cette rencontre. Et quand vous voyez passer la petite boîte, s'il vous plaît, faites un effort. Ça n'est pas simple de vous recevoir, ça n'est pas simple de l'organiser. Nous avons des déplacements, nous devons venir. Ce sont des frais. Il faut aussi que, par votre générosité et votre solidarité, vous fassiez acte de fraternité révolutionnaire. C'est pour vous titiller aussi, pour vous réveiller. J'aimerais beaucoup saluer l'intervention du professeur Marzouri parce que je suis vraiment... j'ai été à l'écoute et je pense que la compréhension, la profondeur, le fait de poser les questions de la façon dont il l'a fait, ça fait non pas simplement plaisir, mais c'est réconfortant d'un point de vue intellectuel de voir que nous pouvons aborder ces questions à ce niveau-là d'intelligence. En plus, il s'exprime dans sa seconde langue et c'est tout à fait bon pour les Européens de dire que nous, originaires d'Afrique, nous ne parlons pas que l'arabe, mais nous n'oublions pas l'arabe et nous ajoutons à l'arabe les langues européennes. Nous sommes des multiplicateurs de langues et non pas des gens qui soustrayons les langues en pensant qu'il n'y a que l'arabe pour apporter le message qui est le nôtre, mais que nous ajoutons à ces... Vous ne m'entendez pas ? C'est bien parce que les premiers, ils entendent toujours. On parle aux gens du fond, là. Vous entendez, alhamdoulilah, ça va? Et là aussi? Alhamdoulilah. Pardon? Je dois le rapprocher? Le micro. Il faut 2 micros. Non, mais là, ça va, il va y avoir un effet de résonance. Bien, donc, en l'occurrence, je voulais simplement saluer la qualité de l'intervention et vraiment sur le fond, mettre en évidence que pour ce qui me concerne, je ne suis jamais entré dans la logique, et je pense vous l'avez dit, et je pense que c'est tout à fait juste de le poser en ces termes, il ne faut pas opposer révolution à complot. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais poser fondamentalement la question de est-ce que nous sommes en phase d'un processus révolutionnaire? Est-ce que nous sommes en phase de soulèvement? Où en sommes-nous du processus? Poser la question en ces termes-là, poser la question à l'étude, c'est ce que j'ai fait pendant les 2 premiers chapitres du livre, de ce que nous savions avant les révolutions ou les soulèvements. Moi, je les appelle ni printemps arabe parce que je n'y crois pas. Aujourd'hui, je n'ai pas vu de printemps encore. Le seul pays qui, pour moi, aujourd'hui, est dans une voie de transparence et d'acquis démocratique est la Tunisie, à l'exception de tous les autres.
Je ne vois pas d'autre pays aujourd'hui où on puisse dire quelque chose s'est passé. La Libye est sous occupation et derrière la Seine, géostratégiquement et économiquement, c'est un pays sous contrôle. La Syrie, on n'en est pas encore. On n'a même pas commencé le processus à voir quelque chose qui pourrait sortir. Il y a beaucoup de discussions et de débats diplomatiques qui ne servent qu'à faire perdre du temps et à laisser des innocents mourir. L'Égypte est absolument pas sortie d'un processus de contrôle et l'armée est tout à fait présente, et on me l'a dit des plus hautes instances de mon propre pays, l'Égypte est encore sous contrôle. Et donc, de ce point de vue-là, le Bahreïn, qui a commencé un mouvement, s'est arrêté et on ne sait pas ce qui s'y passe exactement. Le Yémen, les enjeux sont tout à fait essentiels. On a minimisé dans le débat du Moyen-Orient le rôle du Yémen et la position du Yémen. Et aujourd'hui, la seule chose à laquelle on s'est intéressé, c'est à l'immunité du président, mais non pas au véritable processus de démocratisation de la société. Donc, nous ne sommes pas du tout aujourd'hui dans un printemps arabe. Nous sommes dans un bouleversement, dans un moment d'agitation et dont on ne sait pas où il nous mène. Mais en posant la question des causes et de ce que l'on savait avant, la conclusion à laquelle on aboutit n'est pas forcément la conspiration. C'est déterminer les raisons et les causes objectives que nous connaissons pour pouvoir déterminer avec un optimisme. Moi, je suis un optimiste prudent parce que j'ai étudié l'histoire et j'ai vu combien de fois on s'est trompé. Je vais vous dire une chose, moi, je suis un enfant de l'exil politique et j'ai vu dans les larmes de mon père le fait de dire « nous nous sommes trompés, nous avons été trompés ». Quand il pensait que la révolution de Gamal Abdel Nasser en Égypte en 1952 était le fait des officiers égyptiens, jusqu'à ce qu'ils découvrent que derrière eux étaient les Américains, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'on les avait trompés en s'infiltrant dans le mouvement lui-même. Et j'en ai vu les traces réelles d'une erreur de jugement historique. Et donc, à partir d'un certain moment, optimisme prudent. Prenons le temps de la réflexion. Faisons un pas en arrière et essayons d'analyser ce qui se passe, non pas pour nier que les peuples sont les premiers vecteurs de ce qui est en train de se passer dans tous les pays, mais que être le premier vecteur ne veut pas dire être le dernier décideur. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut relever avec optimisme l'énergie et considérer avec prudence les orientations géostratégique, géopolitique et économique. C'est là où j'en suis. C'est là où je pose dans ma réflexion un certain nombre de questions auxquelles, parfois, je parle comme ceci, les gens réagissent émotionnellement à un discours qui se veut rationnel en disant « Ah, mais si tu dis ça, ça veut dire… » Je reviens d'un débat cet après-midi à Liège, je dis « Mais si tu dis ça, ça veut dire que tu ne reconnais pas la capacité pour les peuples arabes d'être des sujets. » Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit… Je pose simplement la question, on peut être sujet et se tromper de route. Et on peut être sujet et il faut faire attention à le rester jusqu'au bout. C'est-à-dire il faut être lucide. Un sujet historique est un sujet lucide. C'est-à-dire il essaye de se poser la question de savoir comment se fait-il, répondre à un certain nombre de questions et en tout cas analyser les faits. Ayant dit cela, moi je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, de la conspiration, mais j'essaye de regarder ce qui se passe et essayer de répondre à un certain nombre de questions. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont claires. C'est qu'on le savait en Tunisie, comme on le savait également en Égypte, alors ça c'est vrai, des symptômes et des éléments caractéristiques de l'état de la société tunisienne comme de l'état de la société égyptienne étaient des caractéristiques qui pouvaient être facilement et aisément la cause de soulèvement. Paupérisation, augmentation du prix des éléments de première nécessité, le pain, la nourriture, la situation devenait explosive. Qui allait en Tunisie ou qui allait en Égypte disait ça ne va pas, les gens n'arrivent pas à tenir les deux bouts, certains vont faire jusqu'à 3 emplois par jour pour pouvoir vivre et survivre. Donc, loin de moi, l'idée
de dire « oh, c'est un élément exogène ». Il y a des caractéristiques endogènes qui étaient la paupérisation, la corruption reconnue, et puis surtout une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'avant même les processus qui ont amené à ces changements-là, il y avait le mouvement Ennahda avec tellement d'autres en Tunisie et le mouvement Kefaya en Égypte, ça suffit, qui réunissait des islamistes, des laïcs, des communistes. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ça suffit. Donc, ils étaient dans une conscience politique du refus. Donc, tout n'a pas commencé en octobre, novembre, et puis dans les mois qui ont précédé ces soulèvements, ni en Tunisie, ni en Égypte, ni ailleurs. Il y a des ingrédients, des objets, des éléments, et donc il faut les reconnaître. Il faut reconnaître que l'État, la situation socio-économique du pays, ajoutée à la conscience politique d'une certaine élite, étaient des éléments qui, mis ensemble, pouvaient faire changer le processus et aller vers des potentialités révolutionnaires. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi, et c'est ça une question importante historiquement, pourquoi ça a marché à ce moment-là? Pourquoi il y a eu tout à coup quelque chose qui était une mobilisation qui a changé de nature, qui a changé de qualité politique? Pourquoi? Pourquoi des mouvements qui pendant 30 ans, 40 ans étaient dans l'opposition n'y sont pas parvenus? Pourquoi des forces intellectuelles, le mouvement Kefaya réunissait l'élite de l'opposition politique égyptienne? Pourquoi ils n'y arrivaient pas? Pourquoi ils n'ont pas réussi à enclencher? C'est que quelque chose s'est passé en Tunisie et quelque chose s'est passé en Égypte qui étaient de différentes natures. Et ça, il faut l'étudier. Pourquoi à ce moment-là? Alors, moi, ce sont ces questions qui se posent en disant, attention, ça n'est pas la première fois que ça arrive. Ça n'est pas la première fois dans l'histoire récente que des mobilisations populaires ont fait tomber un dictateur. Et si on avait étudié l'Europe de l'Est, tout le mouvement des printemps, d'ailleurs on a utilisé le même mot, printemps arabe, ça vient de tout ce qui était utilisé en Europe de l'Est, la chute de Milosevic en 2000, au début des années 2000, et elle est due à quoi? Des facteurs clairs, historiques de nouveau, qui étaient d'un homme qui était dans la dictature. Mais à un moment donné, des mobilisations qui passent par les réseaux Internet, qui passent par des formations et qui déterminent une stratégie qui consiste à dire 1. Unité, 2. Planification, 3. Résistance non violente. Exactement ce qu'on va voir dans les rues de Tunis, exactement ce qu'on va voir dans les rues d'Égypte, à savoir une philosophie de la mobilisation non violente. Et que ceci, il ne s'agit pas de surdéterminer les blogueurs ou les cyberdissidents, il s'agit de se dire, regardons les faits, comment se fait-il que depuis 2003, des ONG, des institutions américaines financent des formations à travers le monde, et en particulier pour les blogueurs nord-africains et du Moyen-Orient? Comment se fait-il qu'en 2008, puis en 2010, en septembre 2010, il y a un network de cyberdissidents dont certains sont tunisiens, dont certains sont égyptiens, dont certains sont libyens, dont certains sont même yéménites, dont certains viennent d'autres pays, se réunissent à Budapest, financés par Google, financés par des institutions américaines, et qu'ils annoncent à ce moment-là que 2 pays sont dans la possibilité de voir des changements démocratiques. Vous voulez savoir quels sont les 2 pays? La Tunisie et l'Égypte. Nous sommes donc avant les processus. Et donc, on peut bien dire, oui, ils avaient vu les ingrédients, ceux dont j'ai parlé, tout à fait. Mais en même temps, on a une mobilisation. Et ce que l'on sait, qui n'est pas nouveau, c'est que les États-Unis, comme les États européens, disent et disent depuis au moins 8 ans. Et le premier à le dire, ce n'est pas le président Barack Obama. Le premier à le dire est le président George W. Bush. Disent de façon claire que la stratégie occidentale va changer au Moyen-Orient et va aller vers la démocratisation. Souvenez-vous, nous sommes en 2003, George Bush nous dit que ce qui se passe en Irak est le début d'un processus démocratique. Et attendez, il ajoute une chose très importante, il dit « et je suis pour ce mouvement démocratique à l'image de Ronald Reagan dans ce qu'il a été dans le soutien au processus de développement en Europe de l'Est. » Intéressant quand même de voir qu'il s'associe, lui, à un mouvement du Moyen-Orient qui est à l'image de ce qui se passe en Europe de l'Est. Nous sommes en quelle année? En 2003. Donc bien avant. Tout cela pour dire qu'à aucun moment, je ne veux minimiser la capacité des peuples à aller vers cet ébranlement du destin.
Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Ça, c'est une décision. Elle est de qadar, mais hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tout cela, je suis d'accord. Mais ce que je veux, c'est un peu de lucidité. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé ne s'est pas passé pour la première fois si on l'étudie. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Égypte dans les années 50. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Europe au début des années 2000. Et je vais même vous dire une chose. Quand vous entendez ce que vous disent certaines personnes qui travaillaient aux Nations Unies et qui vous disent comment ils ont accompagné le mouvement démocratique palestinien, comment à un moment donné, au lieu de mettre Hamas dans les listes électorales, on mettait la liste de changements et réformes pour faire venir, parce qu'on savait que le mouvement Hamas allait gagner les élections. On le savait avant. Et que tout à coup, le processus démocratique qui était salué par tout le monde comme le possible avenir de l'autorité palestinienne, il s'est refermé comme un couvercle sur les Palestiniens et il a fermé le processus démocratique. Si vous n'avez pas de mémoire, eh bien, il faut étudier l'histoire. Il faut étudier l'histoire. Et vous verrez qu'avec modestie, tout de suite après le début de ce changement-là, j'avais proposé qu'il se retirât de l'élection, que c'était un piège. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je suis pour les élections, je suis pour le processus démocratique, je suis avec tout ce que vous avez dit. La seule chose que je demande à tous ceux qui étudient, c'est d'être très prudent sur les causes et très vigilant sur les conséquences. Qu'il y a des enjeux qui sont déterminants. Pourquoi? Parce que les États-Unis et l'Europe avaient besoin de changer de politique au Moyen-Orient pour différentes raisons. Et on les connaît. Certaines d'entre elles, elles sont claires, elles nous ont été annoncées. D'ailleurs, très tôt, les États-Unis sont en communication avec les opposants et en Tunisie, et en Algérie, et au Maroc, et en Égypte. Et en Libye. Alors, à plus forte raison, on peut dire qu'en Libye, ils sont même, celui qui est revenu à Benghazi, qui est maintenant celui qui est le supposé possible dirigeant, est resté 20 ans où? Aux États-Unis. Où était-il avant? Au Tchad. Que faisait-il au Tchad? Ils agissaient contre Kadhafi comme un opposant à partir du Tchad. Vous voyez, les connexions, elles sont un tout petit peu plus complexes que cela. Les États-Unis n'ont pas regardé ceci comme des spectateurs en disant on attend que ça se passe. Donc, pas de naïveté de ce point de vue-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que l'on savait qu'il y avait des discussions avec les opposants. Et qu'en fait, les États-Unis ne pouvaient plus continuer cette politique, ni avec Ben Ali, parce que le pouvoir était corrompu et finissant. C'est très clair, économiquement, c'était une situation extrêmement difficile. Mais le pire, c'était l'Égypte, parce que Gamal Moubarak, qui était soi-disant prévu, qui tenait 60% des grandes entreprises du pays, était en train d'aller dans des directions qui n'étaient pas du tout sécurisées et pas du tout contrôlables. Il n'était pas aussi contrôlable que le fut le père qui vient du régime militaire. Et d'ailleurs, il faut savoir que souvent l'Occident a eu comme lien de contrôle le militaire dans cette région-là. Et donc, à un moment donné, il faut changer de politique parce que les régimes sont finissants, parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir. Et puis, il y a une autre chose, l'intervention sur le terrain du Moyen-Orient de tous nouveaux acteurs. Ils sont au nombre de 5. Le premier, c'est la Chine. 7 fois plus de relations économiques avec le Moyen-Orient sur les 10 dernières années. Le deuxième, c'est l'Inde, qui a un rôle très très important dans la région parce qu'en plus, ils ont énormément d'immigrés qui travaillent dans toutes les pétromonarchies. L'Inde a un impact très important. Le deuxième, c'est le Brésil. Souvenez-vous du rôle tout à fait intéressant du Brésil. Dans quelle crise? Le Brésil, la Turquie avec l'Iran, qui déplace le centre de gravité et qui dit qu'il faut discuter différemment avec l'Iran. Et ça fait très peur à Israël. Ça fait très peur aux États-Unis, et ça fait très peur à beaucoup de pays européens. Le quatrième acteur est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui n'a jamais caché des positions très courageuses sur le Moyen-Orient. Je vous rappelle que celui qui a été considéré comme un terroriste pendant des années et qui s'appelle Nelson Mandela et qui est maintenant célébré par tous comme le garant de la paix, a lui dit « Jamais je ne m'opposerai à rencontrer n'importe quel résistant palestinien. Ils sont à la libération de la Palestine, ce que nous fûmes à la libération de l'Afrique du Sud. » Voilà ce que dit celui qui aujourd'hui, on oublie tout ça, mais il a eu toujours une position courageuse et il rentre dans le Moyen-Orient avec une autre. Zuma, par exemple, est tout à fait, vous avez vu ce qu'il a pu dire jusqu'à Kadhafi. On peut ne pas être d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec ce que Zuma dit de Kadhafi, mais je pense qu'il a une attitude qui est complètement décentrée par rapport à... Ils n'ont pas du tout
l'histoire récente de l'Afrique du Sud, ce n'est pas du tout d'être béatement des suiveurs des États-Unis comme de l'Europe. Et puis, le cinquième acteur dans cette région est la Turquie. Je vous rappelle que la Turquie, à partir du moment où elle s'est rendue compte que finalement, toute sa stratégie d'entrée, une politique extrêmement intelligente, moi je ne la prends pas comme modèle économique, mais je pense que vous avez au sommet de l'État turc aujourd'hui des acteurs d'une intelligence extrêmement rare. Extrêmement rare. S'approcher de l'Union européenne pour mettre les militaires dans une situation très difficile. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas rester un régime militaire si vous voulez rentrer dans l'Europe, et puis ensuite ne pas rentrer dans l'Europe et se déplacer dans une politique sud-est. Sud-est, 37 ambassades nouvellement fondées en Afrique durant les 4 dernières années par le gouvernement turc. C'est-à-dire déplacement sur le sud, déplacement vers la Chine, déplacement vers l'est, disant à l'Europe, un jour peut-être vous allez vous rendre compte que c'est moins nous qui avons besoin de l'Europe que l'Europe qui a besoin de nous. Bonne analyse, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc en l'occurrence ici, regardez comment on est déjà dans la complexité de la géostratégie et qu'il fallait pour l'Europe reconsidérer cette position. On ne pouvait pas continuer. Parce que je vais vous dire une autre chose. Si la Chine, si l'Inde, il y a un autre pays que j'ai oublié qui est la Russie, entrent et sont plus présents sur le plan régional, il y a une chose qui est très importante, dont on ne dit pas assez la réalité concrète. La Chine, comme l'Inde, comme l'Est du monde, la relation, cette fois-ci, non pas Occident-Islam, mais Islam-Est, n'est pas du tout la même sur la question israélo-palestinienne. Pas du tout la même. La Chine n'a absolument aucun problème en 2005 à inviter le représentant du Hamas. Et quand tous les États-Unis et les pays européens disent c'est un gouvernement, c'est une organisation terroriste, la réponse du ministre chinois, c'est de dire c'est un élu du peuple. Il est le résultat de la démocratie et nous discutons avec. C'est-à-dire que le préjugé positif des États-Unis et l'unilatéralisme américain et européen sur la question israélienne n'est pas partagé ni par l'Inde, qui est d'ailleurs souvent très pro-palestinienne dans des positions, ni par la Chine et remise en cause même par la Russie. Donc on est dans un rapport qui change. Et ce paradigme-là, il faut le comprendre. Il faut comprendre qu'on est là dans des questions qui sont de fond. Moi, c'est ça que je veux mettre en évidence. Attention, il se pourrait que des processus se mettent en place parce qu'on est dans un champ de bataille, on est dans une agitation, on est dans la géostratégie. Et alors, autant à un moment donné, on disait le printemps arabe, c'est un effet domino. Il y a le premier pays, la Tunisie. C'est vrai, d'un point de vue populaire, personne ne peut le nier. Le peuple égyptien ne s'est soulevé de cette façon-là qu'à l'exemple du peuple tunisien et de son courage. Ça, il faut le saluer. Et que les autres peuples, c'est-à-dire, vous avez entendu, au moment où on avait toutes ces mobilisations, Jom'a, c'est-à-dire cet homme au Yémen qui dit « Nous pourrions avoir des armes, mais nous descendrons sans armes et s'ils tirent, nous ne répondrons pas. » Le sommet de la compréhension de la résistance courageuse, non violente, nous ne tomberons pas dans votre piège. Et la Syrie qui a ébranlé, il faut quand même savoir une chose, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni Israël ne voulaient et ne veulent au départ que, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je pense qu'Israël ne veut pas que Bachar el-Assad tombe. Mais aujourd'hui, les Américains comme les Européens sont dans l'obligation de constater que le peuple syrien est courageux et qu'il ira jusqu'au bout. Et que ce qu'on voulait au départ, qu'est-ce qu'on disait? Réforme de l'intérieur. Il reste, mais on réforme de l'intérieur. Une réformette. Et le peuple a dit non. Le peuple, comme d'ailleurs ce qu'on a vu en Tunisie, quand on leur a donné, on enlève la tête du régime et puis on leur propose à cette époque-là, Ranouchi, comme on a dit non. La fin du régime. Les Égyptiens, la même chose. Donc, on ne peut pas nier la force populaire ici et cette capacité d'aller jusqu'au bout et ce courage qui a ébranlé certains plans et certaines stratégies. D'ailleurs, il y a des choses qui sont assez troublantes. Quand, par exemple, là aussi, quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous pensez que vous pouvez aller sur Facebook ou que vous pouvez aller sur Twitter ou que vous pouvez utiliser Google, et que tout ça, c'est complètement libre idéologiquement et que vous n'êtes pas sous surveillance, vous êtes de grands naïfs, vous êtes dangereusement naïfs, en fait. Vous êtes dangereux tellement vous êtes naïfs. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont tellement naïfs, il faut mieux s'éloigner parce que ça devient dangereux.
quand, par exemple, on nous annonce que Google donne aux cyberdissidents égyptiens les codes de sécurité pour éviter la censure du gouvernement égyptien, mais que les mêmes Syriens demandent les mêmes codes pour pouvoir éviter la censure et qu'on ne les donne pas. Pourquoi Google prend une décision éminemment politique de donner aux uns ce qu'il ne donne pas aux autres? Si on est du côté du peuple, on le donne à tout le monde. On le donne à tous les résistants et on ne le donnera pas aux Syriens. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Ça, c'était au tout début du processus. Ça m'amène ici à ma conclusion intermédiaire. C'est que moi, je ne suis pas, encore une fois, vraiment, quand je vous entends, je ne suis pas du tout dans c'est soit révolution, soit complot. Je dis, c'est un soulèvement, mais il faut être lucide sur tous ces éléments-là parce que c'est très complexe. Parce qu'on pourrait tomber de haut si on met trop d'espoir, trop d'émotion et pas suffisamment d'analyse. Et je vais vous dire une autre intuition qui est la mienne aujourd'hui et qui me pose, et je la pose comme une hypothèse de travail. Je vous parlais de tous les pays où on voit que c'est plutôt un échec, ou pour l'instant, ce n'est pas abouti en tout cas. Vous savez, en anglais, vous avez unfinished and unachieved revolution. Unfinished, ça veut dire elle n'est pas terminée. Unachieved, ça veut dire elle a échoué. Et donc, est-ce qu'on est en phase de révolutions qui ne sont pas terminées ou de révolutions qui ont déjà échoué? Moi, je ne pense pas qu'on puisse conclure aujourd'hui. Je pense que c'est trop tôt. Et une année d'un processus, c'est rien historiquement à l'aune de l'histoire. Qu'est-ce que c'est une année? C'est rien. Mais par contre, si vous observez un tout petit peu les choses, et là j'étais en discussion avec récemment, j'ai rencontré le professeur Esposito, qui est un spécialiste à Georgetown University sur ces mouvements-là. Il revenait de Tunisie et il est en contact évidemment avec le State Department aux États-Unis. Et il disait la chose suivante, il disait les Américains aujourd'hui ont décidé de beaucoup plus investir en Tunisie que d'investir en Égypte parce qu'ils ont l'impression qu'en Égypte ça ne va pas marcher, mais qu'en Tunisie ça va marcher et qu'il y a de quoi pouvoir investir. Alors, la nature de l'investissement, la nature de l'engagement, on ne le sait pas. On sait qu'il y a des discussions aujourd'hui, et c'est normal, entre le gouvernement tunisien ou l'Assemblée ou les gens qui sont à la tête. C'est normal qu'ils discutent avec tous les pouvoirs en place. Ça, c'est dire que ce n'est pas normal, ce serait être stupide politiquement. Maintenant, c'est les termes de l'accord qui sont importants. C'est savoir de quoi on décide, de quoi on parle et ce sur quoi on se met d'accord. Mais ce qui est important, c'est de se dire, il se pourrait que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui soit vraiment à étudier un tout petit peu plus profondément que, et c'est la formule que j'utilise, la Tunisie soit l'arbre de la réussite qui nous cache la forêt de tous les autres échecs. Et qu'au moment où vous allez étudier, vous ne pouviez pas dire que ce n'est pas des processus révolutionnaires, parce qu'on va vous dire, mais la Tunisie, ça marche, et vous êtes dans l'obligation de constater que ça marche. Mais pour vous rendre compte que dans les autres pays, ce n'est pas ça. On n'est pas du tout dans un processus qui a libéré le pays de la corruption, de la mainmise économique et de la mainmise de l'armée. Et vous savez, par exemple, que quand on parle de l'armée en Égypte, on ne parle pas simplement, vous savez, des armes, on parle d'un pouvoir économique majeur. Qui a étudié l'histoire de l'Algérie le sait. C'est-à-dire l'Algérie a été tellement dure avec son opposition en Algérie, tellement elle a massacré, elle est allée jusqu'au civil, pas simplement pour maintenir le pouvoir, c'était des intérêts économiques majeurs. Il faut quand même se rendre compte que quand on parle de l'armée, on n'est pas en train de parler simplement du trafic d'armes ou de la sécurité du pays, on est en train de parler d'intérêts économiques. Il y a des gens, des militaires en Égypte, comme des militaires en Algérie, comme d'ailleurs des militaires en Tunisie, qui se font ou qui se sont fait des millions et qui ont des chasses gardées dans les entreprises et dans la corruption du régime. Donc ça me paraît être une conclusion intermédiaire qui dit « Attention, il se pourrait que la réussite, parce qu'on est dans l'obligation de constater, et moi je suis un fervent défenseur de ce qui est en train de se passer en Tunisie, en disant « C'est une chance, il y a quelque chose qui se passe ici, il faut accompagner ce mouvement, il faut accompagner l'intelligence d'ailleurs des acteurs politiques. » Parce que d'ailleurs, les Tunisiens, avec intelligence, ont voté au bout du compte sur les 3 premiers partis. Ce sont 3 partis qui ont toujours dit on ne gagnera pas seul. C'est-à-dire les islamistes ont dit on ne peut pas être tout seul. Mais Monsef Marzouki et son parti, Takatoul, et le parti a toujours dit on est dans l'obligation d'être dans un débat, dans une ouverture. On n'est pas d'accord idéologiquement, mais on n'a pas d'autre choix
que le destin de construire notre société ensemble. Et c'est les trois partis qui ont gagné. Tout à l'heure, j'étais avec des membres du Parti communiste qui ont fait 1,38%. Eux qui n'étaient pas du tout dans cette philosophie-là, ont été complètement marginalisés. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est que plus que l'énergie populaire, il y a un peuple qui s'est réconcilié avec son histoire récente, qui a reconnu le crédit de l'opposition réelle au régime, et qui a reconnu qu'il y a des gens qui ont payé de leur sang, de leur vie, de leur exil, l'opposition à Ben Ali, et qui aujourd'hui, ceux qui ont reçu la confiance du peuple, ce sont ceux qui sont dans une idéologie claire, mais dans la nécessité d'une collaboration impérative pour l'avenir du peuple. Ça, c'est très positif, parce que c'est ce qu'il faudrait qu'on voit dans tous les autres pays, et que l'on cesse ce à quoi on a été, nous, en Occident, on nous a pas berné, on nous a répété, on nous a rassasié du propos. Le problème dans ces pays-là, c'est l'opposition entre les laïcs et les islamistes. Cela étant, c'est vrai qu'on nous l'a souvent dit en Europe, mais c'est vrai que quand on entendait ce qui se passait au début, en Tunisie, c'était dangereux, parce qu'il y en a qui ont joué cette carte. Il y a des laïcs en Tunisie qui jouaient cette carte. Ils ont compris que c'est ce qu'il fallait vendre à Paris, c'est ce qu'il fallait vendre en Angleterre. Il y a certains islamistes et certains salafis, parfois, ils jouaient exactement la même carte, en disant, attention, ceux-ci, ce sont les agents de l'Occident. Vous aviez dans les deux camps des gens qui ont joué sur cette fibre. Et vous l'avez encore en Égypte. L'émergence du parti des Nour, et puis en 8 mois d'être comme ça sur le terrain, d'avoir une force, une potentialité de discours et d'être entendu, et puis de systématiquement dire et de jouer sur l'opposition avec l'altérité laïque ou l'altérité occidentale. Ça, ce n'est pas un hasard, ça ne vient pas de nulle part, c'est aussi... Et ça, c'est contrairement à ce qu'on a dit quand on disait en Égypte qu'il y a 60% les islamistes ont eu 66%, c'est faux. C'est pas vrai. Il y a une vraie compétition idéologique entre les 20% et les 46%. Et les 20%, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont pour pousser ceux-ci ou vers l'armée ou vers un projet qui va échouer parce que ce sera un projet littéraliste et absolument pas en phase avec la réalité. Il faut voir les enjeux de ce point de vue-là. Donc, pour ce qui me concerne, l'analyse maintenant, elle doit être prospective et de se dire, voilà, on sait, et moi je ne veux pas entrer dans... Tout à l'heure, quand j'ai dit ce que j'ai dit sur ce qu'on savait avant, c'était une obsession en disant, s'il y a eu des gens qui ont été formés, c'est-à-dire que les peuples ne sont pas capables, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Moi je suis pour vraiment essayer de comprendre les choses, et ça m'amène à dire quels sont les enjeux de l'avenir maintenant dans ces processus à achever encore, à mener encore à bien, et c'est là où ce qui est le plus important pour moi, c'est d'ailleurs de briser 2 clivages. Le premier clivage, il est le clivage à l'intérieur, ce qu'on a dit, islamiste laïque, c'est-à-dire 2 idéologies qui s'opposent et qui n'auraient pas d'objectif commun. Et quand on vous entend, en l'occurrence, la réappropriation des mots république et démocratie à partir du référent islamique, c'est justement d'essayer de montrer les convergences, qu'il y a possibilité qu'on s'entende. Donc déjà, ça, sur le projet politique, on devrait déjà en discuter. Mais c'est plus profond que ça. Ce n'est pas simplement sur la qualification de l'État, parce que ça, c'est aussi très, très important. Ce qu'on nous a dit, est-ce que vous êtes pour un État laïque ou pour un État islamique? Et puis qu'aujourd'hui, le Dawla al-Madaniyya, ce qui est venu maintenant et qui est parlé par tout le monde, c'est-à-dire l'État civil, moi, l'État civil, la distinction des autorités, pour moi, elle ne pose pas de problème. Si quelqu'un qui me dit dans l'État, moi je suis inspiré par l'éthique musulmane dans ma politique, ahlan wa sahlan, il a le droit, comme n'importe qui a le droit, on a le droit d'être inspiré. Ce qu'on ne veut pas, ce contre quoi moi je m'opposerais, c'est l'imposition dogmatique d'une autorité qui ne se discute pas parce elle monopolise le fait religieux. Et ça, j'aimerais dire que chez certains courants musulmans, il faut s'en méfier parce que certains le font, instrumentalisent la religion en disant « puisque nous avons le référent musulman, notre autorité s'impose de fait ». Ah non, même avec le prophète ﷺ, dans Ghazwat Badr, son autorité d'homme d'État se discutait, même si la révélation ne se discutait pas. Donc ça, il faut quand même qu'on soit là dans une question qui est celle par laquelle on commence, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'on aille plus loin et... dans la question ici du projet politique lui-même, dans le débat qu'il y a entre les laïcs, les religieux, parce que les institutions aussi religieuses, c'est très très important. Ce n'est pas simplement les islamistes et les laïcs, entre les deux, il y a des institutions religieuses. Par exemple, en Égypte, vous ne pouvez pas simplement regarder d'un côté les laïcs et de l'autre côté les frères musulmans. Il y a l'Azhar, il y a le Moufti d'Égypte, qui a pris des positions d'ailleurs sur la question de la révolution et sur la question d'aller le vendredi en disant aux gens, vous ne restez pas le vendredi.
Moi, j'ai un profond respect pour lui, c'est celui avec lequel j'ai fait mes études, ça a été mon maître et mon cher. Mais j'étais en désaccord avec lui en disant aux chefs religieux, ou aux responsables religieux, ou aux docteurs de la loi, aux chouyours, aux lamas, s'il vous plaît, ne confondez pas vos opinions personnelles avec la formulation de fatwa politique. La fatwa est légale, c'est dans un domaine, mais votre opinion politique, n'en faites pas une fatwa. Ne nous dites pas à nous qu'il est islamiquement faux d'aller manifester dans la rue. Ne nous dites pas ça. Ça, c'est une fausse fatwa. C'est une opinion politique, et c'est grave parce que c'est l'instrumentalisation du fait religieux. Qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui dit c'est faux islamiquement? Qui va dire c'est haram? C'est comme le parti En-Nour en Égypte. Il dit pour nous, la démocratie, c'est pas halal ou haram. Vous vous dites, il va dire quelque chose d'intelligent. Il va dire c'est ouvert. Il dit non, c'est du kufr. C'est fini, là, vous pouvez plus discuter. C'est du kufr. Vous allez faire quoi? Vous comprenez où on en est dans le débat. Premier élément, c'est ces discussions-là où on doit rentrer dans une discussion de fond. La deuxième des choses, elle est importante, c'est dans la politique éducative. Les sociétés arabes aujourd'hui, ce dont je parlais, la crise de la conscience musulmane contemporaine, elle est très liée à l'éducation. Et donc là, il faut vraiment qu'on ait une vraie politique éducative, une vraie politique qui s'occupe de l'illettrisme, de l'analphabétisme, du fait qu'aujourd'hui les chiffres sont graves. L'éducation des femmes, les femmes dans les sociétés qui se sont soulevées étaient très 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 impliquées. Elles sont dans une élite, on a des élites féminines dans le monde arabe aujourd'hui. Mais le peuple, l'éducation du peuple, la politique éducative, moi ce que j'aimerais c'est de voir les laïcs, et les institutions religieuses, et les institutions éducatives, et les islamistes se mettre autour d'une table et de discuter des vraies questions de l'éducation dans nos sociétés, et non pas de se disputer sur la qualification de l'État, une politique éducative fondamentale, qui mette en évidence, moi ça ne sert à rien de venir me parler de liberté d'expression si tout notre système éducatif, il est basé sur le bachotage. Tu répètes et tu te tais, escote, tu dois répéter. Mais l'esprit critique, c'est là qu'on apprend l'esprit. Je veux dire, comme nous avons un problème avec l'autorité nous-mêmes, même avec l'autorité de nos chouyours des fois sur le plan islamique. Le fait de poser des questions, l'islam originel est un islam de la profondeur de la foi et de la liberté de l'intelligence. C'est avec ça qu'il faut se réconcilier dans nos sociétés. Profondeur de la foi et liberté de l'intelligence. Parle, exprime-toi. Mais nos systèmes éducatifs, ils doivent être fondés là-dessus. Il ne faut pas qu'on vienne en Belgique pour ça. Moi, quand je parle avec certains laïcs, ils me disent « Nous, on est pour la liberté ». Et je dis « Mais c'est très bien, mais vous envoyez où vos enfants ?» La majorité les envoie en France, ils les envoient aux États-Unis. Nous, on veut qu'ils restent. On veut qu'ils restent. Il y a un pays qui fait quelque chose d'extrêmement bien aujourd'hui, qui est le seul qui réussit à faire revenir ses enfants. C'est la Turquie. Et le pays, aujourd'hui, en Europe, qui fait revenir le plus de gens qui sont partis. C'est-à-dire qu'ils y retrouvent leur place. Alors nous, vous êtes des Belges de confession musulmane, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les Tunisiens, les Égyptiens, les Arabes de la région, ils restent, qu'il n'y ait pas de migration intellectuelle, qu'on ne fasse pas cette immigration sélective. Ça, c'est une vraie politique, c'est de ça dont il faut parler. La politique économique. Quand on entend aujourd'hui, et moi j'étais très critique de voir qu'on va à Davos, c'est normal d'aller à Davos, mais c'est inquiétant. Parce que le système et l'ordre mondial aujourd'hui que nous avons, il pose un vrai problème. Est-ce que les sociétés tunisiennes ou égyptiennes vont se développer vers un nouveau rapport sud-sud? Parce qu'il y a un vrai problème dans tous ces mouvements-là, c'est qu'ils sont très nationalistes. Les Tunisiens pour la Tunisie, les Égyptiens pour l'Égypte. Et chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, il vous dit « c'est chez moi que ça va arriver ». Chaque fois, tu vas voir. Nous, les Tunisiens, c'est pas comme l'Égypte. Tu vas avec l'Égyptien et tu dis attends, nous, on a une histoire. C'est pas là. Et les Algériens, chacun pense que ça va arriver chez lui. Nous n'avons pas de conscience suffisamment régionale, de rapport sud-sud. Nous ne nous en sortirons que quand les pays réussiront à développer une nouvelle façon de penser l'économie régionale. Ce qui d'ailleurs est assez intéressant dans l'exemple turc. L'exemple turc, c'est repenser les relations économiques. Et je termine en disant, sur la politique économique, il y a aussi la politique culturelle. Très important, ce que vous avez dit sur la langue, mais aussi sur l'expression artistique, sur le fait que le pays ne devient sujet de son histoire que quand il a une culture créative, une culture qui s'affirme. Et là, on a envie de voir ceci.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des destructeurs, nous-mêmes, de la culture arabe, de la conscience, de cette longue histoire. Et bien, tout ceci, il faut se réconcilier avec, et ça me paraît être important. Deux derniers défis. Le premier, il est la relation entre les chiites et les sunnites, régionalement. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est aussi manipulé. Mais c'est vrai aussi que les musulmans eux-mêmes sont partie prenante de la manipulation. Et qu'aujourd'hui, on a vu, moi, je me suis opposé, avec tout le respect que je lui dois, et je lui l'ai dit et je lui l'ai répété, au cheikh Youssef al-Qaradawi, mais quand il a pris position sur le Bahreïn en disant que c'était uniquement chiite, sunnite, j'ai dit, non, on ne peut pas dire ça. Il y a des sunnites et des chiites dans l'opposition au régime du Bahreïn. Et que de ce point de vue-là, il faut que... Et puis même, moi j'étais d'accord avec ce qu'on a souvent répété, quelqu'un qui disait, et même si c'était que des chiites, est-ce que c'est normal qu'on réprime des chiites parce qu'ils sont chiites dans une société où on serait soit en minorité, soit en majorité sunnite? Non. Il faut de ce point de vue-là que nous réglions ce problème-là. Parce qu'il y a et c'est le deuxième élément, une cause qui nous réunissait tous pendant longtemps. C'était la cause palestinienne. Et la cause palestinienne était un facteur d'unification politique, de conscience politique. Là, il y a de la répression, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, aujourd'hui, malheureusement, le fait que la résistance à la politique régionale israélienne soit plus le fait apparent et visible des chiites, a fait en sorte qu'on est dans une espèce de lutte. Je vous rappelle quand même qu'au moment de la résistance des musulmans libanais contre l'invasion en 2006, vous vous souvenez, l'été 2006, invasion du Sud-Liban, on a entendu une fatwa, encore une, politique qui venait d'Arabie Saoudite, nous dire qu'on ne pouvait pas soutenir les Libanais parce qu'ils étaient chiites. Quand on arrive à ce degré-là de division potentielle, nous sommes en danger. Et donc là aussi, c'est un défi important. Donc vous voyez, dans nos discussions, nous ne sommes pas en désaccord sur le fond. Simplement, moi, ce que j'essaye de faire, et c'est l'objet du livre, c'est essayer, dans la première partie, de dire ce qu'on savait avant, et puis, dans la deuxième partie, de poser les vraies questions prospectives pour l'avenir. Quels sont les défis? Quelle direction? Comment devrions-nous, Inch'Allah, travailler pour qu'il y ait une vraie conscience politique et qu'on ne soit pas des naïfs emportés par l'émotion et pas suffisamment clair sur les intentions et les projets politiques. Wallahu a'lam wa a'lam wa ahkam.